Oui, je voudrais, Madame la Présidente, au nom de mes collègues du groupe UMP, prendre la parole en préambule de cette audition. Vous avez, comme nous, entendu des bruits qui courent sur une éventuelle diminution des crédits à l'occasion du budget rectificatif. La réponse du ministre hier à la question de Xavier Bertrand a augmenté notre inquiétude et nous souhaiterions vraiment que, pour éviter toute polémique, dans le grand respect que nous devons aux forces armées qui sont engagées aujourd'hui dans les théâtres extérieurs, éviter toute polémique sur ces sujets. Et donc, pour ce faire, je crois que nous avons besoin d'auditionner à la Commission le plus rapidement possible Monsieur le ministre des Finances. Donc, nous vous demandons vraiment solennellement si vous pouvez, dans un délai assez bref, demander à M. Sapin de venir un petit peu exposer ses idées sur le budget rectificatif concernant la défense devant la Commission. Et je le dis, pour éviter toute polémique néfaste à l'action de nos forces armées sur le terrain aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vittel. J'ai bien entendu votre demande. Je vais y réfléchir et en tout cas poser la question à la personne intéressée. Je vous rappelle que Jean-Yves Le Drian vient devant la Commission déjà la semaine prochaine. Bon, donc vous aurez déjà le ministre de la Défense et bien évidemment la parole est libre, donc vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez lui poser. Nous le savons, madame, et nous avons énormément de respect pour monsieur le ministre de la Défense, et nous savons quel est le combat du ministre de la Défense pour réellement sacraliser la LPM qui a été votée. Et c'est donc en soutien au ministre de la Défense que nous voudrions auditionner le ministre des Finances. Je vous remercie pour cet hommage rendu au ministre de la Défense que je partage. Et nous en reparlerons, je pense, effectivement très prochainement. Alors, nous allons aujourd'hui continuer et terminer, pas tout à fait terminer, puisque les auditions sont nombreuses, mais le sujet le mérite, puisqu'il y a longtemps qu'il n'avait pas été abordé, il n'avait jamais été abordé sous la forme qui est la nôtre aujourd'hui au sein de la Commission de la Défense. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir et de les remercier d'ailleurs particulièrement, puisqu'on a reporté cette audition à 2 reprises du fait d'un agenda un peu changé de l'Assemblée nationale. Donc je vous remercie, mais vous êtes ici un mercredi matin, là où la présence des parlementaires est la plus importante. Donc vous avez un auditoire très important et c'est très bien ainsi. Donc Monsieur Collin, Jean-Marie Collin, qui est directeur pour la France, directeur France de parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le désarmement également, qui est chercheur associé au GRIP, qui est, je lis mon petit mot pour ne pas écorcher les initiales, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, et également Patrice Bouvray, qui est directeur de l'Observatoire des armements. Cette audition, je le rappelle, est ouverte à la presse, c'est une audition publique sur la dissuasion nucléaire. Nous avons entendu déjà beaucoup d'acteurs de la dissuasion sur les aspects techniques, mais pas uniquement. Nous avons entendu également d'autres auditeurs sur des aspects plus déontologiques, éthiques. Bruno Tertrais et le général Bentegea dans les partisans, mais également le général Norlin, qui, avec M. Collin d'ailleurs, vous avez co-signé le livre qu'il a écrit sur Arrêter la bombe, enfin, avec d'autres, avec Paul Quilles également. Et M. Bouvray, vous dirigez depuis déjà très nombreuses années l'Observatoire des armements qui a été créé en 84, j'allais dire 94, mais 84 à Lyon. Donc un travail largement documenté. Et l'objectif, et je reprends simplement le titre de vos travaux, est d'étayer les travaux de la société civile sur les questions de défense et de sécurité, et ce, dans la perspective d'une démilitarisation progressive. Donc je vais vous céder la parole immédiatement. Je crois que c'est M. Collin qui commence. Exactement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les parlementaires, d'être ici, d'être présents, de nous accueillir dans votre Assemblée, d'être aussi nombreux. Ça nous fait très plaisir. C'est vraiment la première fois qu'un tel cycle est réalisé en auditionnant des personnes de la société civile et par conséquent cela démontre une évolution des pensées au sein de cette Assemblée et une nouvelle fois nous vous en remercions. Travaillant de concert avec Patrice Bouvray depuis bientôt 13 ans, nous avons décidé non pas d'intervenir l'un après l'autre mais de vous présenter nos propos de façon un peu plus dynamique. Voilà.
Au préalable, on souhaite bien vous préciser deux points de vue, deux éléments importants. Tout d'abord, nous allons traiter de la dissuasion nucléaire, non pas d'un point de vue de ses concepts et théories, mais bien en questionnant les outils de sa mise en œuvre que sont les armes nucléaires et au travers des engagements que la France a pris en faveur du désarmement nucléaire. Et nous souhaitons bien vous préciser également que nous nous situons dans le cadre du désarmement nucléaire multilatéral tel qu'il a été défini par le traité de non-prolifération nucléaire, mais aussi en questionnant l'utilité de ces armes et sur leur impact humanitaire. Devant le temps imparti avec Patrice, on a défini trois grands points. Pourquoi ce débat est bloqué? Économie et utilité des armes nucléaires. Et enfin, obligation du désarmement et élimination de ces armes. Patrice? Merci d'être présent. Donc effectivement, pourquoi le débat, pourquoi on estime que le débat est bloqué? Nous, par expérience et pour avoir co-organisé plusieurs colloques, y compris à l'intérieur du Palais Bourbon ou du Palais du Luxembourg, nous savons qu'aborder le sujet de la dissuasion et du désarmement nucléaire reste quelque chose de difficile, même s'il y a de nombreuses publications sur ce sujet. On peut constater qu'elles sont surtout un débat d'ordre technique ou budgétaire, limité à quelques experts, mais duquel la société civile est trop souvent absente. Sans entrer dans trop de considérations, cela tient, nous semble-t-il, à l'ambiguïté du discours officiel, présentant la dissuasion nucléaire comme une stratégie défensive, alors que l'arme nucléaire est une arme politique d'exercice de la puissance, une arme offensive reposant sur le chantage, la menace d'anéantissement de l'autre, y compris à titre posthume. Si la dissuasion est véritablement une stratégie assurant la sécurité de la nation, pourquoi empêche-t-on les autres nations d'assurer leur propre sécurité en disposant de l'arme nucléaire? On voit tout de suite l'absurde et le risque que recouvre un tel raisonnement. La prolifération, prétendument convaincue, est en réalité justifiée également par la stratégie de la France. En fait, l'arme nucléaire est un obstacle à la construction d'un véritable monde de paix, car, comme le disait Gorbatchev, chacun doit assurer la sécurité de l'autre. Acceptons de remettre en question l'arme nucléaire comme garante de notre sécurité. Acceptons de concevoir une notion de sécurité qui ne repose pas sur l'insécurité des autres. Recherchons une conception de sécurité différente. Beaucoup de questions qui seraient à débattre. Ainsi, comme on peut le voir, il ne s'agit pas d'un simple débat de stratégie militaire, mais bien celui d'un véritable choix de société qui doit impliquer toutes ses composantes, avec l'espoir que le cycle que vous avez organisé soit ensuite suivi d'un véritable débat contradictoire, par exemple en séance publique au sein de l'hémicycle. La question du coût des armes nucléaires et des économies possibles a déjà été abordée lors des précédentes auditions. Nous sommes bien conscients que cette question ne doit pas être vue uniquement sous un angle d'économie immédiate, mais bien dans le moyen et le long terme. Néanmoins, il sera important qu'une étude complète soit conduite pour éclairer le débat. En 1999, on avait estimé, nous, dans une étude qu'on avait publiée, l'Audit atomique, que la France a dépensé entre 1945 et 2010 plus de 357 milliards d'euros pour construire, déployer, contrôler, se protéger, démanteler et lutter contre la prolifération nucléaire. Ce qui fait quand même une moyenne de 5,5 milliards d'euros pendant les 65 années. En sachant pertinemment qu'on n'a pas pu avoir, nous-mêmes, accès à tous les coûts de la dissuasion. On n'a travaillé qu'à partir des documents, bien évidemment, des documents publics ou ouverts à tout le monde. Cette année, le budget militaire est de 3,5 milliards. Suite au vote de l'actuelle loi de programmation militaire, qui engage la somme de 23,3 milliards d'euros, la moyenne annuelle va s'élever à 3,88 milliards d'euros, signifiant une augmentation pour les prochaines années de la part consacrée au nucléaire, qui pourra aussi accentuer en pourcentage si effectivement il y a encore des diminutions du budget militaire. Des hausses budgétaires qui correspondent au processus de modernisation et à la poursuite du programme de simulation des essais nucléaires, bien plus coûteux que ce qui avait été programmé. En effet, lancé en 1995, le programme de simulation était annoncé pour un budget officiel de moins de 3 milliards d'euros. 18 ans après son lancement, il voit son budget exploser. Il accumule aussi un certain nombre de retards ou d'étalements, en tout cas des programmes, qui font que, prévu pour démarrer en 2010, il devrait démarrer au mieux en cette fin d'année 2014. En 2012,
selon vos propres rapports, le coût de la phase 1 du programme de simulation est évalué à 7,2 milliards d'euros. Quel sera le coût final de ce programme? Alors, il est vrai que nous sommes étonnés, pour ne pas dire inquiets, quand on lit dans certains rapports, publiés notamment dernièrement par le Sénat, que les programmes en matière d'armement nucléaire sont toujours respectueux des calendriers, des délais et des coûts. Ce constat de dérive budgétaire, que l'on peut relever dans différents rapports, a été fait aussi par la Cour des comptes dans un rapport public publié en 2010, qui reconnaissait que trop souvent des programmes nucléaires, non encore officiellement lancés, mais dont le financement était néanmoins inscrit par anticipation en loi de programmation, ont vu leurs coûts sensiblement sous-estimés. Le ministre de la Défense, d'ailleurs, dans sa réponse, avait reconnu ce constat sur les dérives des coûts. Et justement sur la sous-estimation qui en était faite par le ministère de la Défense. Ce qui pose problème d'ailleurs par rapport à l'actuelle loi de programmation, si on est aussi dans une sous-estimation des coûts envisagés. Et en période de restriction budgétaire, bien évidemment, cette dérive des coûts a des conséquences, soit en termes d'équipements conventionnels, soit en termes de capacité et d'étalement des programmes. Un certain nombre de pistes ont déjà été évoquées et débattues dans le cadre des auditions, bien évidemment, qui permettront une diminution, mais ce n'est pas sur le court terme, comme je l'ai dit au début, mais bien sur le moyen et long terme de ce budget. C'est l'abandon des forces aériennes stratégiques, ne pas se lancer dans la production ou les études de la version M du missile M51.3, ne pas lancer d'études sur les sous-marins nucléaires de 3e génération, prolonger leur durée de vie, avant d'envisager leur arrêt. Pour rappel, oui, nous sommes en pleine refonte des M51 sur les sous-marins. La non-permanence en mer aussi est évoquée, ou le ralentissement du programme de simulation. Toujours est-il qu'il y aurait nécessité d'un véritable débat, mais aussi s'appuyant sur une réalité des chiffres qui est difficile à avoir, y compris surtout, je dirais, de notre point de vue de la société civile. Mais revenons un petit peu sur le fond. L'histoire a apporté des preuves des failles de la dissuasion, et l'actualité de la crise ukrainienne est aussi un bon exemple pour illustrer l'ambiguïté des discours. Affirmer que l'Ukraine est vulnérable car elle ne possède pas d'armes nucléaires est un encouragement aux États de la planète à la prolifération nucléaire. Mais par rapport à la France, publiquement, le discours officiel affirme que la France ne se connaît plus d'ennemis. D'ailleurs, lorsqu'on y regarde de près sur les possibles victimes de nos armes, si nous excluons les Britanniques et les États-Unis, nous voyons que la France ne peut utiliser ses armes nucléaires contre l'écrasante majorité des États, ceux-ci étant membres de zones exemptes d'armes nucléaires et respectant leurs obligations du TNP. La Russie et la Chine sont les deux seules cibles, car elles disposent d'un arsenal nucléaire. Ce qui ne nous empêche pas, pour autant d'ailleurs, de vendre des systèmes d'armes à la Russie et de contracter plusieurs milliards de contrats avec la Chine, dont des technologies duales et stratégiques, comme les centrales nucléaires ou usines de rentraitement. Et quand on regarde les endroits où elle intervient, alors je sais que ça a déjà aussi été débattu, que ce soit Centrafrique ou l'Afghanistan, le Mali ou la Libye, sans oublier le Moyen-Orient, les exemples sont nombreux avec une même constante, l'arme nucléaire est inutilisable militairement comme politiquement. D'ailleurs, le Sénat, dans un rapport sur l'avenir des forces nucléaires, avait noté ce point-là, puisqu'il déclarait, ouvrez les guillemets, « S'il nous fallait dessiner aujourd'hui un format d'armée partant de zéro, il est fort probable que la nécessité d'acquérir une force de frappe nucléaire, avec de surcroît de composantes, ne ferait pas partie de nos ambitions de défense. » C'était le 12 juillet, un rapport publié au mois de juillet 2012, donc pas quelque chose de très ancien. De la même manière, l'arme nucléaire se retrouve en contradiction avec la volonté affichée pour la construction européenne. Tous les États de l'Union sont opposés à une arme nucléaire européenne, sauf la France et le Royaume-Uni. Une étude minutieuse réalisée par l'organisation Pax Christi des Pays-Bas démontre que la quasi-totalité des États d'Europe considèrent la dissuasion atomique dite tactique comme obsolète et encombrante. D'ailleurs, les pays qui hébergent les armes nucléaires américaines, Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Italie, ont vu leur Parlement prendre position pour le retrait de ces armes d'Europe.
Parmi les obstacles aussi à la création d'une Europe politique, l'arme nucléaire en est un de taille. Aucun des États membres ne pourra accepter de donner la responsabilité d'une frappe nucléaire à un seul État de l'Union. Et historiquement, la création de l'Union européenne a été la réponse pour éviter le retour à la guerre, justement, entre les ennemis des deux guerres mondiales. Ce n'est pas l'arme nucléaire, pour nous, qui a empêché une invasion soviétique, mais la création de l'Union européenne, qui a eu un rôle de dissuasion par rapport à une gestion impossible d'une situation post-invasion. Pour l'Union européenne, la possession d'armes nucléaires est un obstacle à une sécurité collective sur le continent, paralysant tout dialogue entre les Européens et les Russes et déléguant de ce fait toute initiative aux États-Unis. Oui, vu le temps, je vais m'arrêter là et laisser la parole à Jean-Marie. Merci Patrice. Merci Patrice. Comme je l'ai indiqué, mon troisième point va donc porter en fait sur l'obligation du désarmement et l'élimination de ces armes nucléaires. Actuellement, à l'heure où des crédits ont été votés pour poursuivre la modernisation de ces arsenaux, il semble qu'un buzz en plus médiatique et politique existe depuis quelques jours. Il nous apparaissait donc essentiel de vous rappeler les obligations de la France en vertu du droit international humanitaire, en tant que membre du TNP et de son article 6, et au vu du processus de réflexion internationale qui existe portant sur la dimension humanitaire du désarmement nucléaire. Et par conséquent, d'émettre des interrogations sur la pertinence de ces investissements qui portent sur plusieurs décennies, sachant que la France doit de toute façon, à terme, éliminer son arsenal nucléaire. Il y aurait beaucoup à dire, car depuis 2010, les instances de l'ONU, comme des organisations internationales, des organisations interparlementaires, ont multiplié les processus de réflexion, les déclarations, les résolutions sur la nécessité de parvenir au désarmement nucléaire. Pour essayer de garder assez de temps pour pouvoir répondre, j'imagine, à vos multiples questions, vu vos diverses paroles actuellement, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur 2 points. Tout d'abord, la dimension humanitaire du désarmement nucléaire. La conférence du TNP de 2010 a réellement donné un top départ à cette réflexion autour de cette dissuasion, autour de la notion des conséquences catastrophiques sur le plan humanitaire des armes nucléaires, pour en faire un argument de poids dans l'urgence de parvenir au désarmement. 2 conférences intergouvernementales ont eu lieu ces dernières années. À Oslo en 2013, au Mexique en 2014 au mois de février, où il s'est déroulé où il y avait la participation de près de 150 États, 146 exactement. La France n'a pas participé à cette conférence. Elle ne l'a pas participé en concertation avec les autorités des pays de la Chine, des États-Unis, de la Russie et de la Grande-Bretagne. Je dis bien en concertation. Une seule arme nucléaire aujourd'hui détruirait une agglomération, avec des conséquences à peine imaginables en termes d'enchaînement de catastrophes comme nous l'imaginons dans l'étude que vous tenez dans les mains actuellement. Et si une bombe explosait sur Lyon ? Une guerre nucléaire régionale aurait des conséquences mondiales en termes de famine, de climatologie et accessoirement d'économie, engendrant une remise en cause de nos sociétés. Les armes nucléaires tuent de manière indiscriminée, ont un effet sur le long terme, comme on peut le constater sur les 3e générations des populations japonaises, les Hibakusha, qui ont vécu donc le drame atomique d'Hiroshima et de Nagasaki, ou aussi sur les victimes des essais nucléaires, qu'ils soient aussi bien français, soviétiques, américains, chinois et britanniques. Si je m'arrête sur le cas de l'ultime avertissement, la dissuasion nucléaire est un concept qui n'admet pas la possibilité d'échec, car sinon, ça nécessite l'utilisation de ces armes. Les forces aériennes stratégiques, comme vous le savez, utilisent le missile ASMPA doté d'une tête nucléaire qui semblerait soit de 300 kilotonnes, soit 20 fois la puissance d'Hiroshima. Selon le général Charest, que vous avez auditionné il y a peu de temps, l'ultime avertissement est utilisé si la dissuasion n'a pas fonctionné. Il traduit cet ultime avertissement comme un coup de pouce qu'il donne au président de la République pour remettre la dissuasion à sa place. Ce coup de pouce peut être aussi bien un raid nucléaire qu'une frappe privilégiant l'effet d'impulsion électromagnétique, qui par ailleurs inquiète de nombreuses diplomaties à travers le monde, dont nos amis suisses. C'est donc un étrange concept où il faut utiliser l'arme nucléaire pour rétablir une dissuasion qui n'a pas fonctionné. Son utilisation démontre bien son inefficacité à effrayer nos ennemis. Cet ultime avertissement est, semble-t-il, réservé, selon le général Benteja, à des frappes ciblées sur des centres de pouvoir de puissance menaçantes qui pourraient toujours, selon ce général, ces frappes seraient pratiquement indolores, avec une frappe de faible puissance dans une zone désertique. Je pose une question simple. Où sont en général les centres de commandement, les centres de pouvoir? Au milieu des villes. Si je prends l'exemple de Téhéran, c'est une ville de 8 millions d'habitants.
Si j'évoque ce concept de la dissuasion dans le cadre de ce point sur les conséquences humanitaires des armes nucléaires, c'est bien parce qu'il est inconcevable à la suite d'une frappe nucléaire de penser à un retour à un système de politique normale. Les conclusions des deux conférences que j'ai précitées, Oslo et Nayarit au Mexique, ont été claires et limpides et reconnues par les 146 États qui étaient présents et par les dizaines d'organisations reconnues par l'ONU. Il est peu probable, je vous les lis directement, il est peu probable qu'un État ou une organisation internationale, quelle qu'elle soit, puisse répondre à l'urgence humanitaire immédiate provoquée par la détonation d'une arme nucléaire. Par détonation, il est vital que vous compreniez que celle-ci peut résulter aussi bien d'une guerre nucléaire que d'un accident nucléaire militaire. Plusieurs dizaines de cas ont été recensés à ce niveau-là. S'ils n'ont pas donné lieu à de catastrophes, c'est uniquement grâce à un facteur chance. Pour plus de renseignements sur ces problématiques d'accident, je vous renvoie à une étude qui vient d'être faite par la Chatham House, qui est renommée internationalement. Les effets de détonation d'une arme nucléaire, quelle qu'en soit la cause, ne se limiteront pas aux frontières nationales et auront une incidence à l'échelle régionale et mondiale. Par conséquent, ces États en ont conclu que le seul moyen de parvenir à éviter une catastrophe est de parvenir à un processus d'élimination et d'interdiction rapide de ces armes. Devant ce fait incontestable, ces États qui ont renoncé à se doter d'armes nucléaires pour assurer la sécurité de leur population et qui ont pleinement pris conscience qu'il était impossible de circonscrire le pouvoir destructeur de ces armes, ils souhaitent mener un processus complémentaire au TNP dans le cadre de différentes discussions. Pour votre information, et vous y êtes invité cordialement à la fin de l'année en décembre à Vienne, une 3e conférence sur ce même thème aura lieu où il y aura obligatoirement des discussions qui existeront sur l'avenir du traité de non-prolifération et mener un processus complémentaire pour éliminer ces armes nucléaires. Après ce premier point sur la dimension humanitaire, il était donc essentiel de revenir en soi sur la question du traité de non-prolifération nucléaire. Vous le savez, la France a ratifié ce traité en 1992. Son article 6 cite « Poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire ». Nous venons de le voir une fois de plus la semaine dernière, fin de la 3e conférence préparatoire à la conférence d'examen du TNP de 2015. Ce traité n'est pas respecté par la France. Certes, la France a réalisé des actions de désarmement, a ratifié le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. La plupart des traités créant des zones exemptes d'armes nucléaires, nous saluons d'ailleurs la signature par la France du protocole additionnel reconnaissant la création de la zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale la semaine dernière par l'ambassadeur Simon Michel. La France a participé à l'élaboration d'un document final en 2010 lors de cette conférence d'examen. Ce document comprenait 64 mesures qui concernaient les 3 piliers du TNP, qui sont donc le désarmement, la non-prolifération et l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Je vais uniquement, évidemment, me concentrer sur le premier pilier, le désarmement, celui sur lequel la communauté internationale attend la France. 22 mesures concernaient ce premier pilier. Une fois de plus, je vous cite simplement 2 de ces 22 mesures. La mesure numéro 3. Donc, je rappelle, c'est un document qui a été entériné par consensus avec l'accord de la France. Mesure numéro 3. Pour exécuter l'engagement qu'ils ont pris sans équivoque de procéder à l'élimination totale de leurs arsenaux nucléaires, les États dotés d'armes nucléaires se doivent de redoubler d'efforts pour réduire et à terme éliminer tous les types d'armes. Mesure numéro 5. Les États dotés d'armes nucléaires s'engagent à accélérer les progrès concrets sur les mesures tendant au désarmement nucléaire et à faire rapport en 2014. Nous sommes en 2014. Le 27 avril dernier, la France a rendu son rapport national sur les actions en termes de désarmement nucléaire. Il était très clair que l'objectif de ce rapport n'était non pas une compilation des actions passées, mais bien une démarche objective sur la présentation de nouvelles réalisations réalisées depuis 2010. Évidemment, il n'y a eu aucune action depuis. En outre, il apparaît au sein de ce rapport la présence de nombreuses erreurs. Les années de réduction des stocks, notamment sur les années de réduction des stocks, puisque les déclarations tenues se contredisent avec les déclarations officielles, passées apportant un doute sur une comptabilité nucléaire claire et remettant en cause ainsi l'ensemble de la crédibilité de ce rapport. Enfin, des affirmations étonnantes portent aussi sur l'absence d'ogives en dehors des 300 armes nucléaires déployées de l'arsenal français, ce qui confirme bien la nécessité d'un minimum d'améliorer la transparence. La France était principalement attendue, entre autres, sur la réduction du rôle et de l'importance des armes nucléaires dans toute sa politique militaire et de sécurité, ce qui n'est pas le cas à la lecture du livre blanc de 2013. L'arrêt du développement et le
perfectionnement d'armes nucléaires. Ça concerne donc les M51 version 2 et 3, les nouvelles générations de SNLE, la remise à niveau des missiles ASMPA et leurs successeurs, ainsi que l'ogive nucléaire TNO. L'annonce politique de sa volonté de parvenir à un processus rapide de désarmement nucléaire. Cette posture française, en réalité, s'inscrit dans ce qu'il est appelé un processus de désarmement étape par étape, step by step, qui nécessite, pour la France, de parvenir en premier à la mise en œuvre de la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, puis à la mise en œuvre et à la ratification du traité d'interdiction de production et de matières fissiles, avant d'envisager d'autres étapes dans le futur d'autres étapes. Cette démarche ne peut que faire vaciller à terme le régime de non-prolifération nucléaire. L'ambiance, les discours et la non-adoption d'un document de travail la semaine dernière, lors de cette 3e conférence, reflètent clairement la volonté des États d'avoir failli à leurs différentes obligations en termes de désarmement. Pourtant, la France aurait pu prendre des mesures et réaliser des actions de désarmement. Je vais simplement en citer 4 et qui sont dans l'air actuellement du temps, je dirais. La réduction du nombre de missiles et d'ogives à bord des SNLE. Je crois que vous avez auditionné il y a une dizaine de jours l'ambassadeur britannique qui vous a expliqué qu'il y avait dans les sous-marins 8 missiles, qu'il y aura à terme dans les sous-marins 8 missiles dotés de 40 ogives. Pourquoi ne pas faire la même chose? La suppression des forces aériennes d'ici 2018. Comme je l'ai expliqué, le concept d'ultime avertissement a montré son manque de crédibilité. Cette proposition est de plus renforcée par le fait que le général Mercier a indiqué que la FANU, la Force aéronavale nucléaire, ne faisait pas partie des plans permanents. Un plan sur 4 ans de suppression en débutant par l'élimination de la force aéronavale est donc réaliste, diplomatiquement forte et créatrice d'économies budgétaires. S'appuyer sur le rapport d'Hubert-Védrine sur l'OTAN. La France pourrait appuyer l'élimination des armes nucléaires tactiques dont la énorme majorité des pays membres de l'Union européenne et membres de l'OTAN souhaitent le retrait de ces armes qui sont encore stationnées sur 5 territoires européens depuis la fin de la guerre froide. Et enfin, engager une meilleure réflexion européenne sur le désarmement nucléaire. Pourquoi l'Union européenne est dotée d'une politique en termes de non-prolifération nucléaire, mais rien sur cette question de désarmement nucléaire, sachant qu'une fois de plus, une majorité de ces États y sont favorables. Et il serait bon à cette réflexion d'y associer la Suisse et la Norvège, étant directement liées avec cette question-là. Bien sûr, ces mesures sont réalisables dès à présent et seraient un signe très positif pour sauver le TNP avant sa conférence d'examen de l'année prochaine. Pour terminer cette audition, nous avons décidé de vous proposer des initiatives possibles, en plus de celles que nous avons énoncées, pour modifier les schémas de pensée. Et comme le constatait monsieur le député Folliot, présent ici, en écoutant les différents intervenants depuis janvier, où il entendait qu'il était impossible de modifier quoi que ce soit. Nous vous proposons de modifier les schémas. Nous vous préconisons de travailler à un document post-livre blanc qui exprime une conception de la sécurité sans armes nucléaires, ce qui permettrait une cohérence avec les obligations que la France a réalisées sur le TNP et par rapport aux différents groupes de travail que l'ONU a menés l'an dernier, à laquelle la France, une fois de plus, n'a pas souhaité prendre part, et une ouverture avec l'Union européenne. Nous vous proposons de mettre en place, au sein de la Commission de la Défense, une commission d'enquête sur les actions possibles de la France en matière de désarmement nucléaire dans le cadre de la conférence d'examen de 2015. C'est l'année prochaine, c'est au mois de mai. Et pour terminer, deux autres propositions aussi qu'on vous soumet. À la suite de ce cycle d'auditions sur la dissuasion, la proposition d'un débat contradictoire élargi à l'ensemble des parlementaires et aussi entamer des discussions avec les parlementaires étrangers, européens notamment, britanniques, suisses, américains, autrichiens, soit directement ou soit indirectement à travers les organismes interparlementaires comme les assemblées parlementaires de l'OTAN, de l'Union internationale parlementaire, de l'OSCE ou de la francophonie. Et une dernière proposition, avant de répondre à vos questions, auditionner régulièrement les acteurs de la société civile, par exemple dans le cadre de la préparation du budget annuel de la défense. Voilà, merci. Merci de votre écoute. Merci en tout cas de ces interventions et puis des propositions. Je vais déjà répondre à quelques-unes. D'abord pour vous dire qu'ici, dans toutes les commissions de l'Assemblée nationale, tous les parlementaires peuvent se joindre aux travaux. Donc cette commission est ouverte à tous les parlementaires de l'Assemblée. C'est déjà une réponse aux propositions que vous venez de faire. Quant aux parlementaires européens, ces débats existent puisque la Commission de la Défense rencontre régulièrement ses homologues de différents pays. Je pense aux Britanniques, je pense aux Polonais, je pense aux Allemands,
aux Belges encore récemment. Et donc ces rencontres ont lieu et ces questions sont bien évidemment abordées quant aux positions des uns et des autres sur la question de la dissuasion. Et reprendre peut-être un propos avant de laisser la parole à mes collègues sur les aspects des coûts et en particulier de sous-estimation des coûts. Nous savons ici au sein de cette commission et les rapporteurs en particulier que en matière d'armement, les coûts sont souvent sous-estimés et c'est souvent une critique qui est faite au sein de cette commission et ce depuis longtemps et pas uniquement sur la question de la dissuasion d'ailleurs. Voilà. Bon, je vais laisser la parole à mes collègues. Jean-Jacques Candelier. Merci Madame la Présidente, Messieurs les directeurs. Alors un débat très intéressant. Je vous remercie Messieurs les directeurs pour vos informations et vous félicite pour votre travail. Alors je partage vos préoccupations, je partage pleinement vos préoccupations qui sont celles des députés du Front de gauche. Il existe un traité d'interdiction pour les armes chimiques. Je pense qu'il est opportun d'élaborer très rapidement, de penser très rapidement à élaborer un traité similaire pour les armes nucléaires, qui sont plus nocives que les armes chimiques. Alors, que devrait faire la France pour prendre le leadership du désarmement nucléaire? J'ai entendu vos propositions, je les partage. Je les soutiens et je signerai, disons, cet appel parlementaire qui m'a été remis en début de séance. Merci. Merci Jean-Jacques. Nicolas Dhuicq. Merci Madame la Présidente. Messieurs, votre intervention soulève quand même de multiples questions. Premièrement, vous avez évoqué la question des coûts. Première question, vous souhaitez faire des économies, mais ceci a deux conséquences. Où allez-vous dépenser l'argent que vous allez économiser et pourquoi faire? C'est cela qu'il faudrait déjà savoir pour savoir ce que vous avez derrière la tête. Deuxièmement, en matière de perte de compétences, les 800 PME qui travaillent pour la dissuasion, je les rappelle tout de même, où allez-vous les compenser et comment? Êtes-vous pour le projet ITER, par exemple, qui est quand même important pour l'avenir de l'humanité? Deuxièmement, je rappelle historiquement quand même que les Japonais se souviennent très amèrement des bombardements incendiaires de Tokyo qui ont fait plus de morts qu'Hiroshima et Nagasaki, et les Allemands de Dresde, et que l'emploi de la bombe a évité qu'on ait plusieurs Iwo Jima, dont les Marines américains se souviennent, et les Japonais aussi, terriblement, y compris encore dans les consciences aujourd'hui. Vous faites une erreur aussi sur les cibles, parce que vous confondez l'ultime avertissement avec une frappe sur un centre de décision. Il ne s'agit justement pas de frapper forcément un centre de décision. Troisième question, vous avez employé le terme de politique normale. Je ne sais pas ce qu'est une politique normale. Je n'en ai aucune idée. Je ne comprends pas l'association des deux termes. Elle me semble d'ailleurs, par essence, relativement totalitaire idéologiquement. Quatrième chose, nous avons une commission de la défense parce qu'il y a une chose qui s'appelle la violence. Notre espèce est soumise à la violence. Nous avons des États et des nations qui ont des intérêts qui sont parfois divergents. Vous supprimez la dissuasion, vous supprimez l'arme nucléaire. Par quoi allez-vous remplacer le fonctionnement entre nations? Niez-vous que la France ait des intérêts? Souhaitez-vous une société mondiale sans nation et sans État? Est-ce à terme votre objectif? Et si tel est le cas, ce qui semblerait être cohérent et logique avec votre démarche, je pense que nous naviguons en pleine utopie parce que la violence existe, la défense existe par conséquent, et les États resteront toujours avec des intérêts qui seront divergents. Et enfin, vous faites un appel pro-domo, pro-européen, comme si la dissuasion empêcherait la construction européenne. Mais il suffit de voir quels seront les résultats aux prochaines élections européennes pour se rendre compte du divorce profond des citoyens avec l'actuelle construction européenne, et que ceci n'a aucun rapport forcément avec l'éducation nucléaire. Donc, votre raisonnement serait cohérent si vous alliez jusqu'au bout de ce raisonnement. C'est-à-dire que si vous ne vous arrêtiez pas uniquement à votre envie de désarmer, parce que je pense que vous présentez des mouvements qui veulent purement et simplement désarmer, qui vivent dans l'utopie d'un monde sans violence, ce qui malheureusement, tant que notre espèce sera la même, sera toujours le cas. Philippe Folliot. Oui, merci Madame la Présidente.
Il me paraît tout à fait légitime et logique que vous puissiez vous exprimer devant notre commission dans le cadre de ce cycle d'audition sur la dissuasion. Et je crois qu'on a été plusieurs à dire et à reconnaître l'importance de ces auditions parce que jusqu'à présent, peut-être nous n'avions pas creusé aussi profondément le sillon de l'analyse et de la connaissance par rapport à ce sujet qui doit tout être sauf tabou. Et par rapport à cela, je veux dire, ça ne pose pas de problème. Vous avez affirmé un certain nombre de choses, vous avez développé un certain nombre de convictions qui sont respectables, mais qui ne sont pas forcément partagées ou globalement partagées. Bon. Et c'est la démocratie, la liberté que de pouvoir échanger sur des positions qui ne sont pas les mêmes. Moi, je voudrais simplement avoir votre analyse sur un aspect et un élément. C'est que, d'une part, la France a fait déjà des efforts en matière de réduction de ses capacités et de savoir comment vous analysiez, j'allais dire, ces efforts faits, sachant que selon nombre de nos interlocuteurs que nous avons eus, nous sommes arrivés à un niveau, entre guillemets, de stricte suffisance par rapport à notre dissuasion, c'est-à-dire qu'il arrive un seuil en deçà duquel, je veux dire, la possession d'armes n'a plus aucun intérêt en matière dissuasive si on descend en deçà d'un certain seuil, et selon certains, nous avons atteint ce seuil. Vous, quelle est l'analyse, j'allais dire, de ce seuil vraiment minima, donc de stricte suffisance? Ensuite, la deuxième question que je voulais vous poser, c'est que, en fait, comme nous sommes dans un monde ouvert, globalisé, mondialisé, au niveau duquel, nous pouvons décider un certain nombre de choses, mais cela dépend aussi de ce que font les autres. Et ma volonté, c'est de vous interroger sur ce que vous faites aussi ailleurs par rapport aux autres. Puisqu'en fait, il y a 5 puissances, j'allais dire, nucléaires officielles. Il y en a 3 qui le sont de fait, mais qui ne sont pas officielles, et puis d'autres qui aspirent à le devenir. Et concrètement, quel type d'action menez-vous? Bon, on voit très bien, et vous l'avez dit, ce que vous faites en Europe, ce que vous faites aux États-Unis. Mais moi, je voulais vous interroger sur ce que vous faites en Russie, ce que vous faites par rapport à la Chine, ce que vous faites par rapport à l'Israël, par rapport à l'Inde, par rapport au Pakistan. Et puis aussi au regard d'un certain nombre de pays, émergents ou pas, qui souhaitent se doter donc, de l'arme nucléaire. Parce que peut-être la question qu'il faut se poser, au-delà de la logique, j'allais dire, de désarmement, et sachant que certains, comme la France, ont déjà fait beaucoup d'efforts en la matière, c'est les actions qui peuvent être menées de manière efficace pour éviter la prolifération, parce que c'est un des enjeux qui est un enjeu aussi important. Au-delà du caractère, je veux dire, un peu utopique qu'on pourrait avoir des relations internationales. Mais il n'est pas forcément dit qu'un désarmement unilatéral donc sur un plan nucléaire de la France ait forcément un impact positif sur l'ensemble. Je crois qu'il me paraît très important de vous entendre sur ce sujet. Merci Christophe Guillotot. Merci, Présidente. J'avoue que ce n'est pas tellement une question, c'est plutôt une... Je ne sais pas bien du reste ce que c'est, parce que dans les auditions qu'on a faites depuis de nombreux mois sur le nucléaire et sur d'autres, on a eu des choses intéressantes, mais là, je trouve que ce matin, on tombe, je ne sais pas si on tombe un peu bas, mais je ne sais pas si on est dans le farfelu, l'irréalisme ou l'irresponsable. J'avoue que là, je suis un peu surpris. Peut-être une première question, pourquoi Lyon? Pourquoi Lyon? Le Lyonnais vous pose cette question. On habite à Lyon, tout simplement. J'ai vu que le bord de ma circonscription avait été épargné. Guillotot est député de la région de Lyon. Né à Lyon. Je pense que dans le monde, il y a des pays ou des villes plus intéressantes que Lyon en termes de représailles nucléaires ou d'erreurs nucléaires. Simplement, il y a quelque chose qui revient souvent chez vous, c'est la société civile. Qu'est-ce que c'est que la société civile?
pardonnez-moi, je fais partie de la société civile. Je ne suis pas né député, je ne mourrai pas député, enfin j'espère, et je reviendrai, je repartirai un jour dans une autre vie. Il vous appartient aussi, si vous le voulez, d'être dans la vie publique. C'est peut-être plus compliqué pour vous, mais il vous appartient aussi, et peut-être que vous verriez les choses différemment. Simplement, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que c'est que le GRIP, quels sont ses moyens, qui le finance, quels sont les pays qui sont derrière, et puis, monsieur se dit chercheur associé. Alors, chercheur associé de quoi? Parce que vous êtes, on entend ce matin des choses que vous assénez comme des vérités avérées, mais qui sont les vôtres et pas forcément des vérités révélées et encore moins partagées. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, parce que je vous remercie, le président, d'avoir dit que c'était la dernière audition sur le nucléaire. Je ne sais pas si vous avez voulu garder, le meilleur pour la fin, mais là, en l'occurrence, on est servi. L'audition du CEA, et ça sera la dernière, Christophe. Donc je vous laisse répondre, parce que sinon, je pense que ça sera un peu long. Et je passerai ensuite aux dernières questions. Okay. Je vais donc répondre à vos interrogations. Merci de vos différentes questions. Je vais essayer de lister les différents députés qui ont pris la parole. Patrice reviendra derrière. Merci, Monsieur Candelier, pour votre intervention. Je sais que vous êtes membre de ce réseau international des parlementaires. Et merci de vouloir signer cet appel de parlementaires qui a aujourd'hui été signé par plus de 300 parlementaires à travers le monde, que ce soit aussi bien des Russes, des Pakistanais, des Israéliens ou des Américains, entre autres. Monsieur Nicolas Dhuicq, je ne sais plus où il est, juste en face de moi. Voilà, pardon. Merci. Je ne pense pas que vous ayez déjà eu l'occasion, mais si c'est le cas, je pense que vous devriez renouveler l'occasion de discuter avec des Hibakusha, ces personnes qui ont vécu les drames d'Hiroshima et de Nagasaki. Je pense que vous comprendriez un petit peu mieux le drame que ces personnes ont vécu et la sensibilité des Japonais à cette question-là. Ça fait partie des mythes. Ceux qui sont morts sous les bombes incendiaires américaines. Ça fait partie des mythes, mais le drame est le même. Le drame est le même. Sauf que là, nous parlons d'armes nucléaires, ce qui n'est pas une arme conventionnelle, comme l'a rappelé M. Candelier. Les armes chimiques et les armes bactériologiques, qui sont des armes de destruction massive, ont été interdites par des traités. Pourquoi cet armement-là n'est pas interdit par un traité également? Hiroshima et Nagasaki font partie de ces mythes, et je vous conseille de lire un livre qui s'appelle les 5 Myths of Nuclear Weapons, que je viens de traduire au GRIP, je reviendrai dessus par la suite, qui est un livre qui vient de faire le tour du monde, qui a été publié aux États-Unis, c'est pour ça qu'on l'a traduit en langue française, et qui revient sur ce mythe que c'est l'arme nucléaire qui a mis un terme à la guerre dans le Pacifique. La violence n'a rien à voir avec la dissuasion nucléaire ou pas dissuasion nucléaire. Il y aura toujours de la violence dans le monde. Ce que nous demandons, ce n'est pas évidemment, comme vous le croyez, un monde utopique où le défilé du 14 juillet sera peut-être transformé en un défilé d'enfants, comme cela existe à travers le monde, mais bien une armée forte, équipée de un certain nombre de moyens. Ce n'est pas à nous de répondre à la question où ces moyens qui seront enlevés des armes nucléaires seront alloués. Ça, je dirais, vous m'excuserez, c'est votre travail, messieurs les députés et mesdames les députés. Mesdames, bien sûr. De plus, je crois qu'un certain nombre de nos propositions, notamment les FAS, ont été repris par un certain nombre de parlementaires qui sont ici présents. Je pense, par exemple, au groupe de l'UDI qui a officiellement indiqué l'an dernier qu'il était favorable à la suppression de la composante aérienne. Je crois qu'hier, M. Hervé Morin l'a réindiqué. Non, ça a été publié dans un document de l'UDI. Je pense que M. Folliot répondra par la suite. Et je crois que M. Hervé Morin, qui est membre de l'UDI, l'a à nouveau répété hier sur une radio qui s'appelle Sud Radio. Monsieur Folliot, merci beaucoup de votre intervention. Concernant le concept de stricte suffisance, c'est un concept qui met la barre du niveau de stricte suffisance. Il y a 20 ans en arrière, la stricte suffisance était à 3 composantes. Maintenant, elle est à 2 composantes. Qui fixe les 300 ogives nucléaires, les moins de 300 ogives nucléaires? Pourquoi est-ce que l'on ne peut pas diminuer plus? Qui vise-t-on réellement? Quant aux autres puissances nucléaires, comme je vous le rappelle, il y en a 5 qui sont officielles, qui sont reconnues par le traité de non-prolifération nucléaire, puisqu'ils ont fait exploser une arme nucléaire avant le 1er janvier 1967. Les 3 autres, qui sont Inde, Israël et Pakistan, ne reconnaissent pas ce traité et ne sont pas reconnus comme officiels, ce qui, évidemment, les oblige quand même, selon le droit international humanitaire ou le droit coutumier, à aller au désarmement nucléaire. Concernant Israël,
Concernant Israël, une zone exempte d'armes nucléaires est en cours de négociation à laquelle la France n'a pas tellement fait pression ces dernières années. En 2012, il devait se tenir une conférence à Helsinki qui mettait en œuvre l'ensemble des acteurs de cette région, justement pour parvenir à l'élimination de l'ensemble des armes de destruction massive, autant chimiques, bactériologiques que nucléaires. Peut-être que vous, mesdames et messieurs les parlementaires, pouvez faire pression sur cette question-là. L'Inde et le Pakistan, nous sommes des grands vendeurs d'armes à l'Inde et autant au Pakistan. Nous avons aussi des moyens de pression auprès de ces États pour parvenir à un règlement et à une diminution de leurs arsenaux nucléaires. Concernant le mouvement que je représente du PNND, parlementaire pour la non-prolifération nucléaire et le désarmement, 800 membres à travers le monde, un certain nombre chez nos amis britanniques, mais aussi un certain nombre chez nos amis russes, israéliens. Il y a même 2 parlementaires iraniens. Je le concède et je le reconnais, il n'y a pas de parlementaire chinois. Vous le concéderez, c'est assez compliqué de parler avec des parlementaires chinois, mais je pense que là aussi, peut-être que lorsque le président chinois est venu il y a 3 semaines, vous auriez peut-être pu entamer des démarches. Concernant, monsieur, l'action contre la prolifération nucléaire, je crois qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été faites contre la non-prolifération nucléaire, que ce soit autant la création de zones exemptes d'armes nucléaires à travers le monde, qui recouvrent l'ensemble de l'hémisphère sud et un peu l'hémisphère nord, concernant la mise en œuvre du protocole additionnel de l'AIEA, concernant le traité de non-prolifération nucléaire. Voilà, la prolifération nucléaire reste un problème, c'est une évidence. À ce moment-là, je m'interroge pourquoi, lors du sommet sur la sécurité nucléaire qui s'est tenu à La Haye il y a 3 semaines, uniquement les matières nucléaires civiles ont été évoquées et absolument pas les matières nucléaires militaires. On n'a jamais parlé de désarmement unilatéral, on a toujours parlé de désarmement multilatéral, ce qui est tout à fait différent, même s'il faut le reconnaître que la France a toujours fait du désarmement unilatéral jusqu'à présent. Enfin, M. Guillotot, c'est ça, je ne me trompe pas dans votre... Guillotot. Je vous remercie pour vos propos toujours aussi aimables, si je peux me permettre. Je fais référence à la personne avec qui j'ai coécrit le livre, Monsieur Bernard, ancien général Bernard Norlin. Voilà, tout simplement. Non, je n'ai pas fini. Et alors, je ne vois pas le problème. Concernant l'étude sur Lyon, je pourrais vous envoyer avec grand plaisir un certain nombre d'études qui ont été faites sur des villes comme Rotterdam, Vienne, Mexico et Oslo et Moscou, qui donnent le même point de vue. Concernant le financement du GRIP, si vous renseignez correctement, le GRIP est un organisme qui existe depuis plus de 30 ans en Belgique et est un think tank totalement indépendant, contrairement peut-être à un certain nombre de think tanks français qui ont été auditionnés en début d'année, dont plus de la majorité de leurs budgets sont alloués par le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Voilà, moi je m'interrogerai peut-être plus de ce côté-là. Le GRIP est un organisme composé d'une 30aine de chercheurs qui est reconnu par le ministère de la Défense, avec lequel il participe souvent à des collaborations d'études, notamment sur les questions d'armes légères, entre autres, et doucement, mais sûrement, j'espère, sur les questions de dissuasion nucléaire. Le financement vient principalement d'études qui sont commandées par exemple par la région wallonne, puisque la Belgique est un producteur important d'armes légères, par le gouvernement du Luxembourg, par exemple, par l'Union européenne. Voilà. Et que l'on fasse, si vous me permettez, des conférences avec Greenpeace ou que l'on fasse des conférences financées par SAGEM ou EDS, je ne vois pas de problème. Non. Patrice ? Donc, pour compléter sur certains points sur lesquels n'a pas répondu Jean-Marie. S'il vous plaît, on écoute les réponses avant de passer aux 4 dernières questions. C'est vrai que, c'est vrai qu'on parlait du financement du GRIP. Nous aussi, au niveau de l'observatoire, le financement, pour l'essentiel, c'est des individus qui financent le travail de recherche, tout simplement par des dons, notamment. Donc, moi, je voulais revenir un petit peu sur un certain nombre de points. C'est évident que la suppression des armes nucléaires ne supprimera pas tous les problèmes de la société et tous les problèmes de violence. On n'a jamais dit ça non plus. On en est bien conscient. On ne travaille pas que sur cette question des armes nucléaires. On aborde aussi d'autres questions de réduction, justement, de l'outil, notamment des armes, au sens large du terme, pour essayer aussi de réduire la violence. On sait bien que la violence ne vient pas que des armes, mais la diffusion large, massive des armes est aussi un facteur de violence sur lequel on peut essayer d'agir pour réduire la violence. Et il y a bien d'autres éléments qui seront à prendre en compte pour réduire la violence dans nos sociétés, pour trouver d'autres formes de fonctionnement qui ne reposent pas sur la compétition mais sur la coopération, pour pouvoir aller vers un monde de paix qui, effectivement,
on peut dire que c'est une forme d'utopie, mais c'est une direction vers laquelle on doit aller. Et la France, en mettant l'arme nucléaire au cœur de sa stratégie, il ne nous semble pas que justement elle donne un signal de vouloir changer ce mode de fonctionnement qu'on a, au contraire, puisqu'elle fait reposer sa sécurité sur la menace de l'anéantissement des autres. Et donc, nous, ça ne nous semble pas un élément qui permet d'avancer. Au niveau du fonctionnement, c'est évident qu'on essaye de travailler dans tous les pays, et on ne travaille pas seulement, nous, en France. Là, nous, on est en France, donc c'est là où on agit le plus, bien évidemment. Mais on travaille en réseau, à la fois au niveau européen et au niveau international. Il y a des campagnes au niveau international qui existent, sur cette question des armes nucléaires, qui est la campagne internationale donc pour l'abolition des armes nucléaires, qui a des groupes dans les différents pays de la planète, y compris notamment en Israël. Il y a eu récemment une conférence qui avait été organisée aussi par rapport à cette question. Donc on essaye d'agir dans tous les endroits où c'est possible d'agir, bien évidemment, avec plus de, on ne va pas le cacher, avec plus de difficultés dans certains pays que d'autres. Notamment en Chine, c'est extrêmement difficile, mais ce n'est pas que sur cette question des armes nucléaires. Pour que se développe au niveau de la société civile, de l'ensemble des organisations de la société, des ONG, des mouvements pour remettre en cause le fonctionnement actuel. Donc, c'est un peu ces éléments que je voulais rajouter. Et bien évidemment, pourquoi on a choisi Lyon? Ce n'est pas seulement parce qu'on habite à Lyon, mais Lyon est aussi une ville carrefour. C'était pour montrer la différence, parce qu'on fait toujours référence à Hiroshima au niveau de l'utilisation des armes nucléaires. Actuellement, dans les villes modernes, ça ne se passerait pas comme à Hiroshima. Il y aurait beaucoup plus de morts, il y aurait beaucoup plus de désorganisation sociale. Et Lyon, notamment, est une ville où il y a aussi le Mont Verdun juste à côté, donc, qui a un rôle extrêmement important, donc qui pourrait être une cible en cas de conflit, tout à fait. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi cette ville de Lyon, qui touche aussi la Suisse et l'Italie, donc qui pose tout un tas de problèmes si un jour arrivait effectivement un accident nucléaire ou une frappe nucléaire contre une ville du type de Lyon. Bien évidemment. Voilà, c'était un peu ça les différents points que je voulais rajouter en plus de ce qu'a dit Jean-Marie. Alors, j'ai 4 dernières questions. Philippe Noche. Oui, merci Madame la Présidente. Pour beaucoup d'entre nous, la dissuasion des nucléaires, qui fait partie de la personnalité de notre pays et de ses axes fondamentaux en matière de défense nationale, participe à une forme d'équilibre instable de ce monde, un équilibre extrêmement insatisfaisant. Mais pour un certain nombre de personnes que nous avons pu auditionner, cette dissuasion nucléaire a, à un moment donné, joué son rôle quand elle a permis d'éviter que des conflits ne dégénèrent de façon encore plus catastrophique. La période de la guerre froide, où pour certains, la dissuasion nucléaire a fait que les choses ont été certes insatisfaisantes, mais contenues, entre l'Inde et le Pakistan, entre la Chine et la Russie. Alors, moi, la question que je vous pose, c'est cette dissuasion nucléaire, elle participe d'un certain déséquilibre un peu équilibré, et elle fait partie des éléments qui amènent un certain équilibre dans les forces et dans le positionnement des uns et des autres. Effectivement, j'entends bien ce que vous dites sur le désarmement nucléaire qu'on pourrait tous souhaiter dans un monde idéal, mais le monde n'est pas idéal. Et par quoi vous remplacez cette notion de dissuasion nucléaire pour assurer un équilibre entre certains pays qui n'auraient plus cette limite-là pour faire dégénérer des conflits? Est-ce que vous comprenez ma question? Bon. Alors, je laisse la parole à Philippe Folliot, mais vraiment pour 2 secondes, Philippe. Ce sera même moins de 2 secondes. Non, juste pour préciser par rapport à la position de l'UDI. Bon, il y a une position d'un ancien ministre, mais la position de l'UDI est sur un abandon à terme de la deuxième composante, c'est-à-dire après 2030, progressif et à terme,
Bon, après, il appartiendra au futur candidat centriste à l'élection présidentielle de préciser sa position par rapport à cela, qui engagera, j'allais dire, pour la suite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire que parce que nous sommes partis d'un constat, c'est une faiblesse de moyens dans certaines composantes traditionnelles, et qu'en tout état de cause, si nous nous positionnons dans ce cadre-là, c'est au regard d'un contexte budgétaire et financier, je veux dire particulièrement contraint, et des besoins qu'il peut y avoir, notamment en matière de transport tactique, donc pour nos forces, etc., etc. Voilà, je crois que c'est à cette aune-là qu'il faut analyser notre position, et il me semble important de le préciser. Merci, c'était presque 2 secondes. François de Rugy. Merci Madame la Présidente. Alors d'abord, moi je voudrais faire une petite remarque de forme, d'abord pour nous féliciter collectivement que nous ayons ces débats et si tous les points de vue ont pu être entendus. C'était notre souhait, en tout cas au groupe écologiste, lorsque nous avions beaucoup insisté pour qu'il y ait cette réflexion à la Commission de la Défense. Je tiens à préciser pour nos deux invités que nous avions commencé en quelque sorte à avoir ce débat dans l'hémicycle lors de l'examen de la loi de programmation militaire. Je l'avais moi-même dit, mais je n'étais pas le seul. Hervé Morin l'avait dit, Gwen Egan-Buy aussi, qui intervenait pour la Commission des Affaires étrangères, etc. Donc il y avait eu un certain nombre de points de vue et le ministre avait un petit peu renvoyé la balle, nous avait renvoyé la balle en disant organisez un débat au Parlement. Et moi je souhaite en effet que ce débat dans notre commission ait un débouché dont il faudra voir la forme au sein de l'hémicycle, ce qui permettra à d'autres collègues qui ne sont pas membres de la commission, parce que Madame la Présidente, vous savez que notamment le mercredi matin, les collègues sont obligés de siéger chacun dans leur commission, donc quand on n'est pas membre de la commission de la Défense, on ne peut pas participer à nos débats. Je crois que ça intéresse potentiellement ces questions vraiment qui touchent à la fois à la stratégie de défense, mais aussi à des questions politiques fondamentales et même philosophiques. Donc ce point sur la forme, je pense qu'il est important de le dire. C'est un travail de longue haleine qui a été mené avec beaucoup d'auditions, et je pense que vous avez lu ou regardé ces auditions, et beaucoup de choses ont été dites. Et je voudrais en souligner 2 par rapport à ce que vous avez dit. D'abord, sur la question je crois que c'est un collègue qui a dit... un peu laissé entendre que vous étiez un lobby, par qui vous étiez financé. Bon, je ne sais pas quels étaient les sous-entendus. On a entendu derrière nous, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qu'il y avait d'autres organisations qui étaient financées par la CIA. Donc je ne sais pas si vous êtes financé par la CIA, et si vous l'êtes, je ne sais pas si vous le diriez. Mais je tiens quand même à dire que lorsque nous avons auditionné, et moi je salue cette audition qui était pour moi une des plus intéressantes, le général Banteja, il nous a dit très clairement: il y a un lobby nucléaire au sein de l'armée, comme il y a un lobby nucléaire civil, et il a dit j'en fais partie, et j'en suis un des... Donc les choses sont claires. C'est quand même, je crois, mes chers collègues, assez normal qu'il y ait quelques organisations non gouvernementales, fort peu dotées, je pense, par rapport à d'autres, pour faire exprimer d'autres points de vue et que nous les entendions. Donc je ne crois pas, mon cher collègue, ça je le dis, que nous soyons tombés bien bas, et je trouve ça particulièrement incorrect à l'égard de personnes que nous auditionnons ici, de considérer que nous serions tombés bien bas, ou alors quand nous auditionnerons le CEA, qui doit être un peu mieux doté, n'est-ce pas, que l'organisme, les représentants de l'organisme que nous avons aujourd'hui, nous diront aussi que nous serons tombés bien bas. Enfin, c'est ridicule. Et de même que quand nous avons auditionné les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la marine, eh bien, les uns et les autres ont défendu, c'était très clair et très transparent, le fait qu'il y ait dans chaque armée, en tout cas pour ce qui est de l'armée de l'air et de la marine, la composante nucléaire. Bon, ben voilà, ils exprimaient un point de vue qui est évidemment un point de vue particulier, qui n'est pas celui de l'intérêt général, et c'est tout à fait normal. Et dernier point, nous avons auditionné la semaine dernière, je crois, c'était Philippe Nauge qui présidait à ce moment-là la commission, l'ambassadeur des États-Unis, du Royaume-Uni, en France. Et il a dit quelque chose de très intéressant par rapport à la question des coûts
et de la difficulté, mais c'est normal, de séparer ce qui relève strictement de la dissuasion et de ce qui est un coût plus global et qui est difficile à identifier. Et il a dit deux choses. Il a dit d'abord que, je crois que c'est en 1998, lorsque Tony Blair a décidé d'abandonner la composante aérienne britannique, que c'était en quelque sorte un geste unilatéral pour faire un signe dans le cadre d'une volonté de son gouvernement à l'époque de contribuer au désarmement nucléaire international. C'est très clairement comme ça, un geste politique, voilà, et que par ailleurs, ça avait eu des conséquences budgétaires concrètes. Il n'était pas en mesure de nous donner les chiffres, c'est normal, ambassadeur, mais sur plein d'autres choses que simplement le coût des têtes nucléaires ou des avions qui les portaient, et d'ailleurs de leur remplacement, car il aurait fallu les remplacer, donc ça aurait eu un coût, mais il a parlé lui-même, et vous pouvez vérifier au compte-rendu, des bases aériennes et d'un certain nombre de moyens de support logistique ou de soutien. Merci. Philippe Meunier. Merci Madame le Président. Vous êtes les héritiers de ceux qui manifestaient il y a quelques décennies en Allemagne en criant le slogan suivant « Mieux vaut être rouge que mort ». En se battant contre l'installation des Pershing voulus par les États-Unis d'Amérique et l'OTAN. Alors, on peut le comprendre parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les militants pastèques, rouge dedans et vert dehors, donc on savait pourquoi ils étaient là. Et puis il y avait les idiots utiles, comme les appellent les marxistes, qui servaient d'ailleurs très bien la cause soviétique, sans s'en rendre compte du reste. Heureusement qu'à cette époque, François Mitterrand a su résister à cela et à s'allier avec Ronald Reagan pour faire face à l'Union soviétique. Et c'est cette confrontation, j'allais dire entre guillemets nucléaire, qui a permis l'effondrement du bloc communiste et de rendre la liberté à un grand nombre de citoyens d'Europe de l'Est. Alors vous allez me dire, il n'y a plus d'Union soviétique, peut-être, mais il y a d'autres nations qui s'arment d'armes nucléaires. Alors comme vous êtes souvent placé dans le domaine de la morale, en nous citant les témoignages de victimes d'Hiroshima, oubliant d'ailleurs les victimes de Dresde ou de toutes ces villes françaises bombardées pendant la Seconde Guerre mondiale, moi je vais vous dire aussi quelque chose. C'est aussi parce qu'il y a eu des armes nucléaires que nous avons pu préserver les civils. Et que ça, il ne faut pas l'oublier. Et moi, je ne l'oublie pas. Alors, on peut discuter de ces sujets-là. Je trouve ça totalement normal et je trouve ça même intéressant du reste. Mais je crois qu'il y a des moments donnés, il faut arrêter et revenir aux fondamentaux. C'est la raison pour laquelle je vous demande de réfléchir un peu à l'histoire, à ses conséquences et ce qui a permis notamment la dissuasion nucléaire française pour préserver notre liberté. Merci. Donc la dernière question, Cécile Duflot, à qui je souhaite d'ailleurs la bienvenue dans la commission. Cécile, je t'en prie. Heureuse d'assister à cette audition et je dois vous dire aussi un peu surprise par certaines expressions que je viens d'entendre parce que je pense que c'est un sujet qui mérite un débat et un débat assez sérieux dans la mesure où la France est aujourd'hui engagée dans un certain nombre d'opérations extérieures avec des difficultés de moyens et si j'en crois le débat qui a commencé de s'ouvrir sur les moyens que nous accordons à la défense et leur mise en cause, je pense qu'il est légitime d'avoir un débat extrêmement ouvert sur l'ensemble de l'affectation de ces moyens. Et si je ne me trompe pas, il y a autour de 23 milliards qui seraient affectés à la dissuasion dans la prochaine loi de programmation militaire. La question se pose de savoir la pertinence de cette affectation. Le débat moral, de mon point de vue, ne m'apparaît absolument pas illégitime, mais je pense que nous pouvons ici, à minima, prendre ce débat de manière extrêmement pragmatique. Je crois que si nous avions eu la discussion dans les années 70, on aurait absolument, et pour le coup, effectivement, certains avaient manifesté, légitimé l'existence de la composante terrestre et l'utilisation du plateau d'Albion. Sa disparition n'a visiblement pas affecté une partie du discours et n'a pas permis d'ouvrir cette réflexion qui me semble assez nécessaire, et ce d'autant, et je dois vous le dire, que j'ai participé avec bonheur aux auditions qui, en 2007, ont rédigé un livre blanc sur la défense et la sécurité, dont la présidence était assurée par Jean-Claude Mallet, et j'ai eu la surprise d'avoir une écoute extrêmement attentive de la part de l'ensemble des membres de cette commission,
sur un discours qui, j'en suis sûre, aurait pu susciter les sarcasmes que ceux que j'ai entendus pendant vos interventions. Et je vous dis que j'en suis assez surprise. Et qui n'a pas du tout rencontré cette objection. Parce que la question qui nous est posée, c'est de savoir l'utilité et la pertinence. Je le dis, le débat moral est, à mon avis et de mon point de vue, personne ne sera surpris de ma position, mais l'utilité et la pertinence est nécessaire. Et pourquoi ? Parce que je voudrais faire suite à ce qu'a dit Philippe Noche sur « ça fait partie de notre identité ». Et il est certain, et puisque nous travaillons ici avec une citation du général de Gaulle qui veille sur nous, je sais très bien que dans la psychologie collective de notre pays, la dissuasion nucléaire et la détention de l'arme nucléaire est associée à la force, la puissance de la France et même à la présence du général de Gaulle. Et sans doute que remettre en cause et ouvrir le débat sur cette question est un débat qui, pour le coup, là, touche à une forme d'irrationalité. Moi, je crois profondément qu'en matière politique, cette question de l'identité, de l'irrationnel existe, mais que, en tant que parlementaires, nous devons l'aborder avec franchise. Est-ce que et c'est un débat que l'histoire ne pourra sans doute pas définitivement résoudre, la dissuasion nucléaire qui a permis qu'il n'y ait pas de nouvelle guerre mondiale? C'est un vaste sujet. Simplement, aujourd'hui, nous sommes en 2014. Les questions géopolitiques qui se posent sont différentes. Les modes d'intervention militaire sont différents. Chacun sait bien que l'utilisation de l'arme nucléaire n'aurait aucune espèce d'efficacité en Ukraine, pas plus qu'elle ne l'a au Mali et pas plus qu'elle ne l'a en Centrafrique, alors même que notre intervention et notre utilité est souhaitée. Et que je crois, et ce sera ma conclusion juste avant ma question, que la France est reconnue aujourd'hui militairement, y compris de la part de grands pays, de par ses compétences militaires d'intervention sur des théâtres d'opérations extrêmement complexes, et pas uniquement, ou peut-être même pas du tout, par la possession de l'arme atomique, qui pose effectivement un certain nombre de sujets. Donc moi, je souhaite que cette question, y compris dans les termes budgétaires, puisse être ouverte, puisque ouvrons le débat de manière extrêmement large. Effectivement, si une partie des économies liées à l'abandon, dans un premier temps, de la deuxième composante pouvait être réaffectée à l'armement classique et au fonctionnement de nos armées qui sont appelées de plus en plus souvent sur des théâtres d'opérations extérieures, est-ce que ce ne serait pas une meilleure garantie du statut de la France que d'avoir du mal à remettre en cause, même si elle devra le faire à terme, une identité qui est associée effectivement aux années 60 et pas au début du XXIe siècle. Ma question, c'est une question qui est une question politique sur le rôle de la France. Dans le cadre de la mise en œuvre d'un traité que nous avons signé, puisque nous avons signé le traité de non-prolifération dans lequel nous nous engageons au désarmement, est-ce que la France fait partie de ceux qui contribuent à avancer sur ce chemin d'un désarmement multilatéral ou est-ce qu'elle agit comme un frein? Et par ailleurs, quel est le rôle des autres pays qui sont aujourd'hui des puissances nucléaires reconnues, et y compris quelle est la position, puisqu'il faut parler des sujets qui sont parfois compliqués, de pays qui n'ont pas signé le traité. Je pense particulièrement à l'Inde, au Pakistan, à Israël et à la Corée. Bon, on va essayer de répondre aux différentes questions. Mais de manière un petit peu globale. Sur la question de l'équilibre, des équilibres, je crois, et sur la manière d'évoluer à ce niveau-là, je pense qu'il y a, bien sûr, que ce n'est pas des choses qui vont se faire comme ça en 8 jours, mais c'est tout le travail qu'on a à faire au niveau de l'ONU notamment, et dans son renforcement de l'ONU ou de l'OSCE aussi au niveau régional, pour pouvoir avoir des véritables lieux de débat avec un pouvoir qui soit réparti différemment tel qu'il est actuellement. Parce que malgré tout, même s'il n'y a pas un lien au sens historique du terme, le fait que les 5 puissances, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, donc avec ce droit de veto de fait, soient aussi les puissances nucléaires, je pense que c'est un frein sur une évolution, ne serait-ce que sur le terrain qu'on discute là actuellement, par rapport à un désarmement nucléaire. Alors qu'on a pu arriver à avoir un traité d'interdiction des armes chimiques, un traité d'interdiction des armes biologiques, je pense que ça sera beaucoup plus difficile de ce fait-là aussi d'obtenir un traité d'interdiction des armes nucléaires par cette situation. Parce que je pense qu'aucun des 5 actuellement ne veut remettre en cause la place qu'il a à l'intérieur du concert des nations, et que c'est ça
qui est un des freins importants et qu'il faudrait arriver vers une évolution plus régionale, peut-être par une étape plus régionale du rôle du Conseil, enfin faire changer la donne au niveau du Conseil de sécurité, qui a été créé dans une époque où c'était la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le monde a changé, bien évidemment, tout le monde le reconnaît, ça on ne veut pas rentrer là-dedans, fonctionne différemment qui fonctionnait en 1945. Donc c'est dans cette perspective, parce que je ne pense pas qu'on puisse continuer à fonctionner éternellement sur un monde qui repose sur l'inégalité qui est inscrite au corps même de son fonctionnement. Et l'arme nucléaire, j'ai presque envie de dire, c'est presque ce verrou d'un fonctionnement inégal où des pays ont le droit et d'autres n'ont pas le droit. Combien de temps on pourra continuer sur ce mode-là? J'en sais rien, mais je ne pense pas qu'on puisse continuer sur ce mode-là éternellement. Et donc il faut bien réfléchir à comment on peut faire évoluer cette question-là pour aller vers un monde plus égalitaire. Ouais, ce serait... Enfin, alors bon, c'est vrai qu'en quelques minutes, résumer toute une perspective, c'est un peu difficile. Donc c'est un peu caricatural la manière de le dire. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses à réfléchir. Et la France, qui au niveau international, pourrait avoir une certaine crédibilité de son histoire, de son passé, etc., pour lancer des pistes par rapport à ça. Et aurait un certain rôle aussi pour essayer de rentrer dans cette dynamique-là. Parce qu'il ne suffit pas seulement de lancer des idées, mais après aussi poser des actes qui permettent de crédibiliser les dynamiques qu'on veut lancer. Et poser des actes de désarmement nucléaire, ne serait-ce que déjà en commençant par exemple à l'abandon de la seconde composante, pourrait être une manière aussi de montrer la volonté politique à la France d'aller vers un autre monde au niveau du fonctionnement international. C'était un peu ça l'idée. Donc il rejoint un petit peu la question du traité de non-prolifération, bien évidemment, et comment la France est perçue sur ce domaine des armes nucléaires, ou les 5 autres puissances. Le traité de non-prolifération, il y a plusieurs piliers. Donc sur certains piliers, le pilier de la non-prolifération, justement de la lutte contre la prolifération, ou de l'accès au nucléaire civil, la France, je dirais, est très active. C'est évident. Mais le TNP avait 3 piliers. Et sur le pilier du désarmement, qui était le 3e pilier, la France bloque les débats. Et c'est bien pour ça qu'un certain nombre d'États, à l'initiative de la Norvège, ont pris cette initiative de réunir des conférences intergouvernementales sur les conséquences des armes nucléaires, parce qu'elles voyaient bien que le débat était bloqué à l'intérieur du traité de non-prolifération sur cette question du désarmement nucléaire. On traitait que de la lutte contre la prolifération, que de l'accès au nucléaire civil. Et on abandonnait un pan, alors que le TNP, c'est un tout. C'est ces 3 piliers qui doivent avancer de concert. Et il n'y en a pas que 2 qui peuvent avancer, et le 3e, on le laisse tomber. Ou si on le laisse tomber, on ne le fait pas avancer, pourquoi? Et là, on rejoint ce que je disais sur l'ordre du monde dans lequel on est. Donc voilà, et le risque qu'on ait actuellement, si en 2015, à la prochaine conférence d'examen qui va avoir du traité de non-prolifération, donc au mois de mai à New York, que les puissances nucléaires, les 5, ne fassent pas un geste plus concret, plus fort sur ce 3e pilier, c'est un éclatement du traité de non-prolifération. Voilà, tout simplement. Et ce risque-là, pour nous, il est grave. Enfin, je ne pense pas que pour nous, mais pour nous aussi, il est grave. On n'est pas seulement des utopistes, voilà, même si pour un certain nombre, on a commencé à travailler, et moi, je ne regrette pas d'avoir travaillé au moment des euromissiles, justement. Et je crois qu'à ce moment-là, ce n'était pas simplement plutôt rouge que mort. Il y avait à l'intérieur de ceux qui manifestaient quand même des réflexions aussi assez poussées. Et le fait qu'il y ait une mobilisation citoyenne en Europe et des contacts avec les dissidents dans les pays de l'Est, parce qu'il y avait aussi des relations établies avec les gens qui, de l'autre côté du mur, essayaient de faire bouger les choses, ont aussi, tout autant contribué à l'effondrement du bloc de l'Est. Donc, il faut aussi
prendre l'ensemble des éléments, les situations sont toujours quand même un peu plus complexes et éviter d'être dans des visions trop caricaturales des choses. Voilà, c'est les quelques points que je voulais apporter. Merci pour votre question. Comme vous l'avez indiqué, l'équilibre est instable. Donc, ce n'est plus un équilibre. Et c'est ça qui pose un problème, justement, aujourd'hui. L'équilibre est instable entre l'Inde et le Pakistan. Je caricature aussi un peu vos propos, mais on s'est bien compris l'un et l'autre, j'imagine. L'équilibre entre l'Inde et le Pakistan est instable même avec les armes nucléaires, même si ces deux États sont dotés d'armes nucléaires. Ces 10 dernières années, un certain nombre de fois, on est arrivé à des États, à des moments critiques où il y aurait pu y avoir une mise en œuvre éventuelle de l'armement nucléaire. Il a fallu l'intervention de la diplomatie américaine, notamment, ou britannique, pour éviter ces actions-là. Je pense notamment à la crise du Kargil à la fin des années 90. Donc, l'arme nucléaire ne joue pas tellement sur cette instabilité, n'a plus raison d'être véritablement sur cette instabilité. Et ce que nous souhaiterions que vous compreniez bien, c'est qu'il y a un véritable changement de paradigme aujourd'hui à travers le monde. Avant, si on admet l'hypothèse que l'arme nucléaire, et on va l'admettre, puisque c'est difficile de dire le contraire, sachant qu'on n'a pas une possibilité de refaire l'histoire, que l'arme nucléaire a bien permis l'équilibre du monde et d'éviter des guerres pendant la guerre froide, la majorité des États du monde ont rempli leur obligation de non-prolifération nucléaire et étaient, je dirais, peut-être heureux d'un certain côté d'avoir ce parapluie nucléaire, qu'il soit de l'OTAN ou qu'il soit de l'Union soviétique. Aujourd'hui, ces États ont vu que le monde avait changé, qu'il n'y avait plus de guerre froide, qu'il n'y avait plus d'ennemis à leur porte et se rendent compte que finalement les armes nucléaires qui sont détenues, et j'insiste bien, et c'est là-dessus qu'on veut aussi que vous nous entendiez, que vous changiez dans vos idées préconçues et reçues, que les 9 puissances nucléaires aujourd'hui posent un danger à ces États. C'est-à-dire que les Suisses aujourd'hui se disent que leurs amis français, comme les Norvégiens se disent la même chose de leurs amis britanniques, ou même les populations belges par rapport aux armes nucléaires qui sont stationnées sur leur territoire, qui sont des armes nucléaires américaines, si jamais ces armes devaient exploser pour des raisons accidentelles, on est allé à chaque fois à des degrés très forts en termes d'accidents, ou s'il devait y avoir une attaque terroriste, par exemple, et je ne parle pas donc uniquement d'action de guerre, mais il y a aussi cette possibilité, nos propres économies et la sécurité de nos citoyens seraient donc en danger. Partant de ce constat, voyant que ces armes nucléaires n'ont plus de lieu d'être et n'apportent plus de rôle d'équilibre entre les nations, nous devons parvenir à l'élimination des armes nucléaires. Et c'est pour ça que plus de 146 États se sont réunis pour aider à la mise en œuvre du traité de non-prolifération nucléaire. Parce que le danger, il est bien là. Si aujourd'hui tout le monde se contente, et vous ne nous avez pas tellement interrogé sur ce rapport national qui a été remis par la France sur le TNP, l'année prochaine, si le TNP échoue, ce sera un danger grave pour nous, société civile, pour nous, ONG, citoyens, mais aussi pour vous, États, parce que c'est l'ensemble du régime de non-prolifération qui sera remis en cause. Et à ce moment-là, oui, il est fort probable que de nouveaux États décident de se doter d'armes nucléaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne compte bien que 8 nations, plus la Corée du Nord, dont on a encore des doutes sur sa réelle capacité à mettre en œuvre ces ogives nucléaires. Elle dispose des moyens de les concevoir, mais on a des vrais doutes sur sa capacité à les poser en clair sur des missiles. Ça, il y a quand même ce doute qui existe. Mais il est fort probable que d'autres États, et peut-être très bien l'Arabie saoudite, dont on ne parle pas réellement, qui dispose déjà de missiles à moyenne portée. Il n'y a pas que, soi-disant, l'Iran qui serait le grand ennemi de l'Union européenne. Donc, à ce moment-là, oui, on ira vers un basculement et on ira vers une augmentation non seulement de la course aux armements conventionnels, mais aussi d'une prolifération nucléaire de façon très importante. En termes de la politique française, évidemment, et on l'a dit aussi, la France a mené un certain nombre d'actions de désarmement unilatéral et on n'a jamais dit que la France était un mauvais élève du désarmement nucléaire. Elle a réalisé des actions passées par le passé. Elle a abandonné sa composante, elle a décidé de démanteler une partie de sa force océanique, passant de 6 à 4 sous-marins. Elle a fermé ses usines d'enrichissement. Je rappelle, de 6 à 4, je rappelle que le stock non officiel est quand même de 30 tonnes d'uranium enrichi et de 5 tonnes de plutonium, ce qui laisse de la marge à venir pour créer de futures armes nucléaires. Donc oui, la France a réalisé un certain nombre de mesures de désarmement unilatéral une fois de plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle barre et elle bloque complètement la route, et vous pouvez parler avec un ensemble de diplomates à travers le monde qui ne sont pas nos ennemis, même avec les Allemands, par exemple, avec les Italiens.
pas seulement, enfin voilà, il faut bien prendre conscience que ce n'est pas seulement les îles Marshall qui attaquent la République française à la Cour internationale de justice depuis 15 jours, par exemple, pour non-respect de ses obligations internationales, que c'est le fait de petits États insulaires à travers le monde. C'est aussi des grandes républiques et des grands pays à travers le monde. Donc la France bloque aujourd'hui complètement ce processus pour tenter, puisque c'est aussi l'idée, et Mme Duflot l'a rappelé, que ce fait partie des idées préconçues que sans l'arme nucléaire, la France ne serait plus une grande puissance ou perdrait de ses moyens et ses capacités de puissance. On a aussi un certain nombre d'États à travers le monde, je vous demande de réfléchir au futur et non pas de ne penser qu'au passé. Monsieur Meunier, si je ne me trompe pas de votre nom, c'est ça l'idée aujourd'hui, c'est qu'il faut bien avancer dans ce futur-là, tous ensemble, face aux différents dangers et face à la perspective d'un échec du traité de non-prolifération qui peut avoir lieu l'année prochaine et sur lequel on vous avertit réellement, mesdames et messieurs les parlementaires. C'est un vrai danger. C'est pour ça que la conférence de Vienne qui aura lieu au mois de décembre est aussi placée sous l'égide du TNP. C'est l'Autriche qui donc organise cette conférence. Son ministre des Affaires étrangères l'a bien indiqué, pour revitaliser ce traité et non pas du tout pour le mettre en échec et justement pour redonner toute sa force à ce désarmement, sachant, comme je l'ai redit une nouvelle fois, nous sommes soumis à un certain nombre de mesures de désarmement à laquelle la France doit inciter d'autres États, que ce soit autant les Britanniques que les Chinois. On peut mener des négociations avec les Chinois sur les questions de désarmement. Et nous resterons ouverts, bien sûr, par la suite à toutes vos questions dans le futur, puisque c'est 1h30, c'est un peu dense et court. Merci beaucoup de votre attention et de votre écoute. Ben écoutez, merci pour cette audition que j'ai trouvée très intéressante. Merci, Madame la Présidente. Et qui était utile à la connaissance de cette commission. Je vous remercie, on s'était déjà rencontrés et oui, je m'étais engagée à le faire devant la commission, donc j'ai rempli mon contrat aussi vis-à-vis de vous. Merci à vous. Conscient. Merci beaucoup, très Madame. Bientôt. Mesdames et messieurs.